Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc présenter aujourd'hui l'ordre du jour de notre niche parlementaire du 28 novembre, donc du groupe parlementaire de la France Insoumise Nouveau Front Populaire, qui aura cette année une importance particulière puisque c'est la première niche que nous ayons après le coup de force antidémocratique fait par Emmanuel Macron. Donc cela permettra pour la première fois à l'Assemblée nationale de débattre et de voter les propositions issues du programme du Nouveau Front Populaire, qui, je le rappelle, a été placé en tête des élections législatives le 7 juillet dernier. Alors, vous verrez que nous vous présentez au fur et à mesure les propositions de loi qui ont été choisies par le groupe. L'ordre des propositions de loi n'est pas encore défini, nous vous le donnerons ultérieurement, mais d'ores et déjà, nous savons que nous examinerons en premier l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, qui sera le premier vote qui, de l'Assemblée, pourra aller jusqu'au Sénat, puisque cette abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans sera examinée au Sénat en janvier 2025 dans le cadre d'une niche du Nouveau Front Populaire au Sénat. Tous les textes de notre niche visent à protéger le peuple français du gouvernement de Barnier, qui est, je le rappelle, sans légitimité. Nous aurons donc, je ne vais pas tous les citer puisqu'ils vous êtes présentés, mais un texte pour instaurer un référendum révocatoire qui protégera les citoyens des élections volées, un texte sur le Mercosur et les traités de libre-échange qui visera à protéger les paysans et les consommateurs des ravages des marchés internationaux, une proposition de loi pour reconnaître la pénibilité des métiers dits féminins qui protégera les travailleuses de l'invisibilisation et de la sous-évaluation des risques professionnels, une sur la régularisation des soignants à diplôme extra-européen pour protéger les patients des déserts médicaux, une sur l'écart maximal de salaire de 1 à 20 qui protégera les salariés des inégalités salariales indécentes de leur PDG, sur le blocage des prix de l'énergie dans l'Hexagone et en Outre-mer pour, là aussi, protéger les petits revenus face à l'explosion des prix de l'énergie. Et on peut continuer. Donc toutes ces propositions de loi sont des propositions de loi qui sont largement majoritaires dans le pays, nous l'avons vu aux dernières élections, et qui, je suis sûre, seront emportées une majorité bien au-delà du Nouveau Front Populaire lorsque, le 28 novembre, nous aurons l'occasion d'en discuter et d'en débattre. Et je vais laisser les rapporteurs et chefs de file vous présenter ces propositions de loi les unes après les autres. C'est donc aujourd'hui que nous déposons les textes, et c'est pourquoi nous vous les présentons aujourd'hui. Et donc nous allons commencer par Anaïs Belloissa. Merci Mathilde, bonjour à toutes et tous. Et donc Mathilde l'a dit, à l'occasion de notre niche parlementaire, nous allons proposer l'abrogation de la réforme des retraites, portant l'âge légal de départ à 64 ans. Évidemment, ce n'est pas une surprise qu'on propose cette abrogation de cette réforme. Nous l'avions fait l'année dernière et celle-ci avait été déclarée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale, alors même qu'elle présentait les gages et les dispositifs nécessaires à son financement. Nous sommes opposés à cette réforme, tout comme les 93% d'actifs. Et il est important pour nous de revenir sur cette réforme et cette régression majeure imposée par 49.3 aux Français et aux Françaises, au Parlement et au mouvement social. Vous le savez, la niche parlementaire est l'occasion d'affirmer les positions, mais aussi les marqueurs programmatiques de notre groupe politique insoumis, et donc aussi par là le programme du Nouveau Front Populaire. Et à ce titre, nous continuons de mobiliser tous les outils à notre disposition pour mettre en application le programme arrivé en tête de ces élections législatives, celui du Nouveau Front Populaire, et qui comporte l'abrogation des décrets d'application de la réforme d'Emmanuel Macron de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Vous le savez, c'est un soutien aussi à la mobilisation et une opposition dans l'hémicycle qui a été présente l'année dernière. Cette abrogation, elle s'inscrit dans une bataille qu'on a menée avec le groupe Insoumis dans l'hémicycle depuis janvier 2023, mais aussi auprès du mouvement social en les soutenant. Et nous avons toujours aussi autant de détermination à abroger cette réforme qui accroît, selon nous, les inégalités. Donc c'est une réforme qui est injuste pour les classes populaires, pour les travailleurs et les travailleuses de notre pays. Nous avons alerté dès 2023 sur cette réforme qui prive les plus pauvres d'années de vie en bonne santé. Les ouvriers ont une espérance de vie inférieure de 5 ans à celle des cadres. Ils ont 2 fois plus de risques de mourir avant l'âge de la retraite. Et à l'âge actuel de la retraite, 25% des hommes les plus pauvres sont déjà morts contre 6% des plus riches. Avec un âge légal de départ à 64 ans, un tiers des plus pauvres sont déjà morts
après avoir souvent occupé des métiers difficiles et pénibles. En définitive, ils cotisent toute leur vie pour payer une retraite dont ils ne profiteront jamais. Le droit à la retraite doit être le droit au temps libéré, une nouvelle étape de la vie dont toutes et tous doivent pouvoir profiter en bonne santé. Exposer les seniors à la pénibilité et à la précarité, c'est ce que provoque cette réforme. Le décalage de l'âge de la retraite implique un accroissement des victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. D'autant plus que le marché du travail discrimine et exclut les seniors, et on sait déjà que parmi ceux qui ne sont déjà pas à la retraite, 40% sont sans emploi, et la réforme de Macron les condamne à 2 ans supplémentaires de précarité. Il faut que j'accélère, pardon. Pardon. Donc, et puis, je voulais juste évoquer 2 choses. Donc, la promesse de la Macronie d'une retraite à minima de 1 200 € est évidemment un mensonge, car il concerne entre 10 000 et 20 000 personnes par an. S'ajoutant à ça, on l'a vu ces derniers jours, le gel de l'indexation des pensions qui précarise encore plus nos aînés. Et puis, juste une petite incise sur les femmes. Ça précarise encore plus les femmes qui ont des carrières hachées, qui ont des temps partiels subis souvent. Et donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il est urgent d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Et donc, la proposition de loi insoumise est la seule à pouvoir permettre une abrogation concrète et complète de cet allongement du temps de travail avant la retraite. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. La présidente Panot l'a dit, cet été, Emmanuel Macron s'est livré à un coup de force et a entraîné la plus grande crise démocratique qu'a connue notre pays sous la Ve République. Pour la première fois, un président de la République n'a pas reconnu les résultats des élections législatives et au lieu de nommer Lucie Castet à Matignon, a préféré nommer un représentant d'un parti arrivé en 5e position avec moins de 6% des voix. La souveraineté du peuple a donc été totalement bafouée par ce président de la République. Et nous le constatons jour après jour, les voies de recours contre un tel coup de force sont totalement insuffisantes dans notre pays. La seule manière de faire, et notre groupe, la France Insoumise, s'en est saisi, c'était l'article 68 de la Constitution et donc la destitution du président. Mais on le voit, cette procédure est entachée de difficultés qui fait qu'il est de plus en plus difficile de la mettre en œuvre. Et alors même qu'une majorité de citoyens souhaitent la destitution d'Emmanuel Macron, eh bien, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a pu décider que cette motion de destitution ne serait même pas examinée dans l'hémicycle, uniquement grâce à l'abstention du Rassemblement national. Et donc on le voit, cette souveraineté populaire, elle est bloquée par ses représentants eux-mêmes qui se présentent comme des opposants à Emmanuel Macron, mais lorsqu'il s'agit d'agir effectivement contre le président, préfèrent s'entendre avec lui. C'est ce qu'a fait le Rassemblement national et c'est ce qu'a fait également les Républicains. Alors, ce peuple souverain, quand il donne un mandat, il doit pouvoir le retirer. Et c'est pour cela que nous déposons donc une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un référendum révocatoire. Ce référendum révocatoire doit pouvoir viser le président, mais il doit également pouvoir viser l'ensemble des élus. Parce que dans la 6e République que nous souhaitons de nos voeux, le peuple est souverain et il l'est à tout moment et pas uniquement un jour tous les 5 ans lorsqu'il vote pour élire le président de la République. Et donc cette révocation des élus, elle doit pouvoir se faire dès le premier tiers de mandat si un pourcentage significatif de la population le demande. Nous renvoyons à une loi organique le détail de ces mesures, mais en tout cas, c'est ce principe que nous voulons mettre en œuvre, la responsabilité de l'élu, qu'il soit responsable des promesses qu'il fait, pour qu'au final, les promesses n'engagent pas uniquement ceux qui y croient, mais bien ceux qui les font. Je vous remercie. Merci beaucoup. Arnaud Le Gall. Bonjour. On va également déposer une proposition de résolution contre le Mercosur et les accords de libre-échange en général. Très rapidement, le Mercosur, vous en avez
déjà en entendu parler. C'est le plus gros accord de libre-échange que l'Union européenne veut signer avec Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Bolivie. Ça a pris 25 ans de négociations opaques. Depuis 2019, il y a un accord de principe, mais l'accord n'est toujours pas signé. Donc ce serait un accord avec 2 régions du monde qui sont situées à 11 000 km, qui concernerait 800 millions de personnes, à ce stade des quelques dizaines de milliards d'euros d'échanges. Mais l'objectif, évidemment, c'est que ça monte. Et comme tous les accords de ce type, le Mercosur nous est présenté par les néolibéraux qui dirigent la Commission européenne comme évidemment vertueux. Il s'agirait d'exporter plus de biens industriels et de services de l'Union européenne vers l'Amérique latine et d'importer plus notamment de biens de production agricole, de matières premières, etc. En fait, cet accord n'est pas du tout vertueux. Il bénéficiera à une ultra-minorité des part et d'autre. Disons-le rapidement, pour l'essentiel, ce sont les multinationales de l'agrobusiness des 2 côtés, les multinationales des services et de l'industrie au niveau européen. Et ça fera surtout beaucoup de perdants de part et d'autre. Juste un chiffre, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y aurait 330 000 tonnes de viande qui pourraient être importées, par exemple, d'Amérique latine dans le cadre de cet accord. Donc les agriculteurs sont, pour leur majorité, vent debout contre. Donc Macron a fait croire qu'il était contre cet accord et qu'il allait le stopper au moment de la crise agricole en février. Et rappelez-vous, elle était en plus à l'approche des élections européennes. Sauf que la vérité, c'est que les macronistes sont comme les chauves-souris en la matière. Ils sont contre les accords de libre-échange dépassés, qui sont mortifères sur le plan social et écologique quand ils sont à Paris, mais en revanche, ils sont pour quand ils sont à Bruxelles. Et donc, nous n'avons pas du tout confiance dans les capacités de la France à s'opposer à la manœuvre qui est en train de se préparer, c'est-à-dire que l'Union européenne, la Commission européenne veut accélérer. L'Allemagne est à fond pour cet accord et veut absolument aboutir le plus vite possible. Ils sont en train de voir comment ils vont dissocier l'accord. C'est un peu technique, mais c'est-à-dire que si on sépare le volet commercial du volet réglementaire, on peut se passer de 2 choses pour l'adopter. 1, on peut se passer de la règle du consensus entre les États au sein de l'Union européenne. Et 2, on peut se passer de la ratification des parlements. Donc c'est qu'en gros, ils peuvent décider entre eux tranquillement, sans que les peuples n'aient leur mot à dire. Donc nous nous opposons farouchement à cette méthode. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, les macronistes, s'ils veulent être cohérents, doivent respecter la résolution qu'ils ont eux-mêmes signée l'an dernier, refusant la méthode de la dissociation. Donc nous demanderons que la France s'oppose clairement à ces manœuvres, bloque le processus à Bruxelles et bloque complètement la possibilité de l'adoption de cet accord Mercosur. Merci beaucoup, Gabriel Catala. Bonjour à toutes et tous, je vais essayer d'être brève comme mes collègues. Alors j'aurai le plaisir de porter une proposition de loi visant à reconnaître la pénibilité des métiers dits féminisés avec ma collègue Sarah Legrain, avec qui je siège en délégation droits des femmes. Qu'est-ce que c'est les métiers féminisés? C'est des métiers qui sont occupés à plus de 75% par des femmes et 60% des femmes occupent ces métiers, puisque en France, 87% des infirmiers sont des infirmières, 91% des aides-soignants sont des aides-soignantes, 97% des aides à domicile et des aides ménagères sont aussi des femmes, comme 73% des agents d'entretien, 76% des caissiers et des vendeurs, ainsi que par exemple 92% des AESH. Le constat est simple, le Code du travail a toujours été fondé sur des critères genrés, donc il pénalise les femmes. Et nous, il est important pour nous de à la fois rétablir les critères de pénibilité qui ont été supprimés par Emmanuel Macron en 2017 via les ordonnances Pénicaud, et d'en créer de nouveaux qui visent à reconnaître ce qu'on a appelé la pénibilité ou les risques professionnels dits émotionnels pour les femmes qui notamment sont en grande majorité aux côtés de personnes âgées, de personnes handicapées, de mineurs en difficulté, de personnes victimes de violences sexistes, sexuelles ou de violences psychologiques. Et tout cela n'est pas du tout pris en compte dans le Code du travail, de la même manière que lorsque des critères de pénibilité avaient été créés. Par exemple, les charges, le critère qui vise à prendre en compte le port de charges lourdes ne concernait pas typiquement les caissières, puisqu'il s'agissait de parler non du poids cumulé porté par jour, mais de charges fixes. Donc les caissières qui soulèvent 1 tonne par heure de course, leur pénibilité n'était pas prise en compte. C'est la même chose pour le bruit. L'industrie va mesurer le bruit dans les usines,
mais les femmes qui sont majoritairement dans les crèches et dans les écoles, le bruit n'est pas pris en compte. Donc notre proposition de loi est très courte, elle est en 2 articles et elle vise à la fois créer des nouveaux critères et rétablir les critères qui ont été supprimés en 2017 dans le secteur privé et également dans le secteur public pour les fonctionnaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien Modé. Bonjour tout le monde. Encore en début de semaine, à Limoges, il y avait 80 patients dans les services d'urgence, alors qu'il existe là-bas un peu moins de 20 box. Donc autant vous dire qu'il y avait des patients qui étaient hospitalisés dans les couloirs des urgences. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de les faire monter dans les services, puisqu'il n'y a pas assez de soignants, pas assez de médecins pour ouvrir des lits. Donc on est dans une situation totalement incontrôlable. Cette situation, ça fait depuis des années que tout le monde alerte. Qu'on a un sujet de démographie médicale, que ce soit dans les hôpitaux, mais aussi dans les campagnes et les zones urbaines. À savoir, on a des déserts médicaux qui prolifèrent partout, et tout cela vient effectivement du manque de personnel, du manque de médecins. En même temps, dans le même temps, en France, il existe 5000 médecins qui sont des praticiens à diplôme hors Union européenne, qui exercent dans des conditions extrêmement précaires. D'ailleurs, 2000 d'entre eux ne sont même pas sûrs de pouvoir rester en France jusqu'en 2024, puisqu'ils n'ont pas de nouvelles de leur contrat, à savoir s'ils vont pouvoir continuer. Les PADU, donc les praticiens à diplôme hors Union européenne, représentent aujourd'hui 12% des effectifs de médecins. Pour tout vous dire, ils ont des contrats précaires donc d'assistants de médecins. Ils sont payés, ils font fonction d'interne, donc ils sont payés un petit peu plus que le SMIC, alors qu'en vérité, certains hôpitaux tiennent grâce à eux. Et certains sont là depuis plusieurs années. Cette situation est extrêmement compliquée parce que du coup, ils ne peuvent pas avoir de service, par exemple, ou pouvoir s'installer notamment dans certains déserts médicaux, puisqu'ils ne sont pas reconnus formellement comme des médecins, mais surtout une grande partie d'entre eux, tout simplement, alors que ça fait plusieurs années qu'ils sont en France, vont décider de partir. D'ailleurs, il y avait hier un sujet de France Inter, hier dans la matinale, à ce sujet, où une partie d'entre eux disent qu'ils vont partir parce qu'ils ne sont pas accueillis dignement par la France, alors que depuis plusieurs années, y compris pendant le Covid, ils ont aidé. Pour être reconnus, il faut qu'ils passent des EVC, donc, pour montrer qu'ils ont les compétences, sauf que dans ce concours-là, il y a un numerus clausus. C'est-à-dire que la France, tous les ans, fait le choix de sacrifier un certain nombre de médecins seulement pour une logique comptable. Donc à travers ce texte que nous déposons avec mon collègue Adrien Clouet, ça vise à régulariser les praticiens et pharmaciens à diplôme hors Union européenne, c'est-à-dire supprimer d'une part le numerus clausus pour ceux qui veulent passer les EVC, mais aussi qu'il y ait des autorisations de l'ARS pour exercer de manière au moins temporaire le temps qu'ils puissent passer leurs examens. C'est une disposition qui a été proposée aussi par le groupe transpartisan contre les déserts médicaux, dans lequel vous retrouverez députés de gauche et de droite. Donc on a toutes les chances que ce texte puisse passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Vanier. Bonjour à toutes et à tous. Je viens vous présenter la proposition de loi visant à garantir la mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Cette proposition de loi reprend l'une des préconisations issues du rapport d'information parlementaire que j'ai présenté avec mon collègue Christopher Weisberg en avril dernier, et elle vise à introduire un malus qui diminuerait le financement public, celui de l'État, celui des collectivités territoriales, des établissements privés sous contrat, qui contribuent le plus à la ségrégation socio-scolaire. Et tout ça est absolument documenté par des chercheurs en sciences sociales. Je ne donne qu'un chiffre, la proportion de boursiers dans les écoles privées sous contrat est 3 fois inférieure à celle que l'on observe dans les établissements publics. Or, ces établissements privés sont à plus de 75% financés sur fonds publics. Et il y a une exception, une anomalie. Notre pays est le seul de l'OCDE à financer sur fonds publics dans des proportions aussi importantes les établissements privés sans leur demander de contrepartie. Et la proposition de loi que nous allons présenter vise notamment à ce que l'une de ces contreparties soit l'atteinte d'objectifs en matière de mixité sociale. Cette proposition de loi reprend l'une des mesures du programme du nouveau Front populaire, arrivé en tête des élections législatives, et elle s'inscrit dans un contexte nouveau qui voit la question du financement public des établissements privés sous contrat occuper une place dans le débat public. Je m'en réjouis, et elle vise aussi à faire écho au travail engagé par le collectif pour l'école publique et laïque, un collectif qui fédère nombre d'organisations syndicales, fédérations de parents d'élèves, d'organisations du mouvement laïque, qui appellent depuis hier à engager un travail parlementaire pour reprendre en main, le contrôle sur la question du financement public des écoles privées sous contrat. On est sur 12 à 15 milliards d'euros par an. Je vous remercie. Merci beaucoup, Anne Storbeck-Lermeur.
Bonjour à toutes et tous. Alors en ces temps où le gouvernement prétend faire des économies, nous proposons un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers. Selon le collectif La Déroute des routes, il y a une 50aine de projets contestés aujourd'hui qui, s'ils étaient abandonnés, permettraient de récupérer 18 milliards. Nous parlons là de projets qui sont anachroniques, pour la plupart pensés il y a 20, 30 ans, le plus emblématique actuellement étant le très contesté projet d'autoroute A69, qui est tout près de ma circonscription, qui littéralement vise à longer une route nationale qui existe déjà et qu'on pourrait réaménager en détruisant près de 400 hectares de terre, en menaçant 162 espèces protégées, en détruisant des zones humides, etc., etc. Tout ça pour gagner quelques minutes. Dans l'ensemble, ce sont des projets qui promeuvent encore et toujours le tout camion, le tout voiture, qui est un modèle complètement inadapté aujourd'hui. Je rappelle que la voiture individuelle est responsable de plus de 15% de la contribution française au réchauffement climatique aujourd'hui. Construire des routes comme ça, ce sont des impacts à des kilomètres à la ronde en réalité. Pollution, bruit, réchauffement. La première cause de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui, qui ne cesse de s'accélérer, c'est l'artificialisation des terres. Et selon l'IPBES, le deuxième facteur de pression sur la biodiversité, c'est justement le maillage routier et autoroutier. Ce sont aussi des atteintes à la ressource en eau. Par exemple, le contournement est de Rouen menace directement 50% des captages nécessaires pour alimenter l'agglomération rouennaise. Et d'une manière générale, ces projets vont encore et toujours augmenter le trafic. C'est prouvé. Ça veut dire plus de pollution, plus d'émissions, notamment de CO2. Je cite ici le climatologue, membre du GIEC, M. Christophe Cassou, qui dit qu'il n'y a pas de petites émissions de CO2. Elles s'additionnent toutes et déterminent le niveau de risque climatique futur. Nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment où la France a encore connu ces derniers jours des intempéries hors du commun. Encore hier, des bâtiments de l'Assemblée nationale étaient inondés et évacués. Bref, tout le monde voit qu'il est absolument urgent de faire d'autres choix. Ces projets ne sont plus d'intérêt général majeur. Les alternatives ne sont pas assez étudiées. J'en veux pour preuve le tribunal administratif d'Amiens qui, en mars dernier, a annulé une autorisation environnementale pour la route de Pont-Sainte-Maxence qui, malheureusement, était déjà construite depuis un an. De la même manière, l'autoroute A69, il y a des recours qui sont toujours devant la justice sur le fond. Bref, il est urgent de décréter un moratoire. C'est une des mesures d'urgence du programme de gouvernement du nouveau Front populaire parce qu'il est urgent de s'arrêter et de réfléchir à ce dont on a besoin réellement en termes d'aménagement du territoire pour préserver nos conditions de survie, parce que c'est de ça dont il s'agit. On peut le faire. Les Pays-Bas ont déjà pris cette décision l'année dernière. Tout récemment, le boulevard intercommunal du Parisis a été abandonné. Il est urgent que la France sorte de ce modèle tout routier qui est passéiste et dangereux et qu'elle entre définitivement dans l'ère de la bifurcation écologique nécessaire. Je vous remercie. Oui, bonjour à tous et tous. Moi, j'ai présenté la proposition là sur le blocage des prix de l'énergie pour changer. Non, mais du coup, c'est important de comprendre que la crise de l'énergie est loin d'être derrière nous, malgré les déclarations qui se multiplient de la part du gouvernement. Le prix de l'énergie continue d'écraser les citoyens, continue d'écraser les petites entreprises, les collectivités, les bailleurs sociaux. Je vais vous donner un chiffre qui parle. En 3 ans, le tarif réglementé de vente de l'électricité, donc le tarif bleu d'EDF, a pris 45,3%. Le gaz, sur cette même période, il a doublé. Concernant l'essence, on le sait, l'essence réduit un petit peu ces derniers temps. Néanmoins, on est quand même à un niveau très structurellement supérieur au prix de l'essence lors de la crise des Gilets jaunes, et ce niveau ne risque pas de baisser. Dans les Outre-mer, pour nos compatriotes d'Outre-mer, c'est la catastrophe. À Mayotte, le prix de l'électricité a augmenté de 20% en un an, et en Guadeloupe de 8%. Résultat, ça se fait sentir très très concrètement. En 2023, il y a eu 1 million de coupures pour impayés. C'est 49% de plus que 2019. 79% des foyers ont réduit le chauffage chez eux pour limiter leurs factures, 10 points de plus qu'en 2022. Et en septembre 2024, le baromètre du Secours populaire nous démontre qu'une personne sur deux, un Français sur deux, n'arrive pas à payer ses factures d'énergie. Donc c'est très concret, c'est des choses qu'on voit en circonscription par exemple. Moi j'ai rencontré une mère isolée avec un bébé qui se retrouve avec 4 000 € d'impayés de factures, des gens qui n'allument la lumière chez eux que quand ils mangent. On en est là parce qu'ils ont peur de l'explosion des factures. Il faut faire le bilan de ce qui a été fait par le gouvernement, c'est-à-dire à peu près rien. Rien n'a fonctionné. La réforme, les pays de l'Union européenne ont mis 2 ans à négocier une réforme qui empire encore la situation puisqu'elle supprime
en 2026 la possibilité d'avoir recours au blocage des prix, au tarif réglementé de vente de l'électricité. Cette réforme, alors qu'on nous promettait une désindexation du prix de l'électricité sur celui du gaz, vous vous souvenez, n'a absolument pas changé justement l'indexation de l'électricité sur le gaz. La France continue de payer la dépendance de l'Allemagne au gaz russe avec un prix qui est calculé au niveau européen. Donc 2 ans pour négocier une soi-disant réforme qui empire les choses. Et côté national, il faut quand même reparler du cirque qu'a représenté le bouclier tarifaire. Ça a été une des plus grandes dépenses exceptionnelles de l'État sur les 2 dernières années. 70 milliards ont été investis dans une politique parfaitement inutile, puisque la Cour des comptes a rendu un rapport absolument accablant l'année dernière, démontrant que ces 70 milliards ont été engloutis par les multinationales de l'énergie. Je vous donnerai l'exemple de l'électricité, où les fournisseurs d'électricité, les 3 plus grands, ont fait 100% de marge l'année dernière. 100% de marge. C'est un miracle économique obtenu grâce à l'argent de l'impôt des Français. Et aujourd'hui, le ministre du Budget nous annonce que c'est aux Français de payer une deuxième fois, puisque leur facture n'avait pas baissé l'année dernière, que je vous dis plus 45% d'augmentation sur 3 ans, avec l'augmentation des taxes sur l'électricité. Nous pouvons faire complètement différemment. Nous proposons donc déjà un blocage des prix d'urgence alors que l'hiver arrive, donc des prix du gaz, de l'électricité et de l'essence, et de revenir aux tarifs réglementés de vente de l'électricité pour toutes et tous, collectivités, bailleurs sociaux, PME comprises, et du gaz calculé au plus proche des coûts de production. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter la PPL sur l'inscription automatique sur les listes électorales avec Jean-François Coulombe, qui sera donc le chef de file, et moi-même qui serai rapporteur. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'on vit aujourd'hui une grave crise démocratique dont le premier responsable est bien sûr à l'Élysée. Elle risque de s'aggraver de jour en jour à mesure que le gouvernement Barnier prend des décisions qui ont des conséquences violentes sur la vie des gens, en n'ayant pourtant aucune légitimité démocratique. Le 9 juin dernier, sur un caprice du président, défait aux élections européennes, l'Assemblée nationale a donc été dissoute, et c'est alors un scrutin absolument déterminant pour l'avenir du pays qui s'est ouvert et auquel beaucoup n'ont pas pu participer, faute justement d'avoir pu rectifier leur situation électorale. Donc l'État aujourd'hui non seulement ne garantit pas l'automaticité de l'inscription sur les listes électorales, mais en plus il ne diffuse pas les informations requises pour que le besoin de faire la démarche proactivement puisse être connu de toutes et tous. Et donc en amont des européennes, notamment la France insoumise a mené de vastes campagnes d'inscription sur les listes électorales, palliant ainsi à l'absence totale de campagne officielle de ce type. Et si on rappelle un petit peu les proportions et les chiffres de non-inscrits et de mal-inscrits, c'est assez considérable. Donc selon l'INSEE en 2022, on a 2,5 millions de non-inscrits, on a 10 millions cumulés de non-inscrits et de mal-inscrits, et donc c'est 20% des personnes qui sont en âge de voter. Donc c'est absolument considérable, et c'est des chiffres qui pourraient être plus importants en fait parce qu'on n'a pas d'études sur les Français établis hors de France, mais qui seraient toujours donc inscrits sur le territoire hexagonal. Et ces fractures-là, elles suivent les contours des fractures sociales, de la fracture numérique. C'est des fractures générationnelles également, parce qu'on a 39% des jeunes qui étaient mal inscrits en 2022. On peut aussi noter qu'à cause de la situation macroéconomique et des politiques néolibérales, une partie considérable des plus précaires est devenue mobile, mais de force, avec des obligations de déménager plus fréquentes pour le travail, ce qui accentue la précarité administrative et nécessiterait qu'ils se réinscrivent régulièrement quand ils changent de commune. Donc cette PPL, elle vise à faire enfin du vote un véritable droit, un droit complet, avec le constat qu'il est aujourd'hui incomplet du fait des obstacles administratifs qui sont mis pour certains des votantes et des votants. C'est un droit qu'on devrait pouvoir exercer d'office, de manière automatique, sans que des obstacles de ce genre puissent s'interposer. Donc le dispositif vise à rendre ces inscriptions non seulement obligatoires, mais aussi automatiques, pour que nos concitoyens et concitoyennes, qu'ils soient sur le territoire national ou établis à l'étranger, puissent exercer réellement leur droit de vote. Donc c'est un dispositif qui est bien sûr complémentaire des autres qu'on porte sur les transformations institutionnelles et constitutionnelles, qui pourraient nous permettre déjà de contrer les coups de force comme celui qu'on a vécu cet été, et puis d'avoir une véritable république pleinement démocratique et pleinement sociale. Merci. Merci beaucoup. Mathias Tavel pour le dernier texte, qui ne sera pas forcément le dernier dans la niche.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un texte qui s'inscrit comme tous les autres dans l'optique de protection populaire, qui est celle que nous voulons donner à cette niche. C'est un texte que nous avions déposé au printemps, en pleine Tavares Mania, et qui vise à limiter par la loi les écarts de salaire dans les entreprises de 1 à 20, d'interdire les écarts supérieurs de 1 à 20 et d'inciter fiscalement les entreprises à les limiter de 1 à 12, en faisant en sorte que lorsqu'on dépasse de 1 à 12, le salaire des personnes concernées n'est pas sorti du calcul de l'impôt sur les sociétés. C'est donc une loi Tavares. Nous prenons au mot le patron de Stellantis qui nous avait dit « Si vous n'êtes pas content, faites une loi, je la respecterai ». Eh bien, nous disons « Chiche, la loi, elle est là, elle existe ». Et on a tous vu que depuis des années, les larmes de crocodile des macronistes ou le code de bonne conduite du MEDEF avaient fait des merveilles. Et comme ils n'ont servi à rien, eh bien, il faut venir maintenant à des choses efficaces, c'est-à-dire une loi et des interdictions. À l'époque, on m'avait dit, mais quand même, Carlos Tavares, c'est le Mbappé de l'automobile. Alors, il y a quand même une différence, c'est que Carlos Mbappé a du talent, lui, alors que Kylian Mbappé a du talent, alors que Carlos Tavares, lui, n'en a pas. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde disait c'est un patron génial, et aujourd'hui, tous les jours, vous avez un article qui vous dit Stellantis va pas bien ici, ça va pas bien là-bas, il y a un problème sur les moteurs, il y a un problème sur les usines, il y a un problème sur les salariés, etc., etc., etc. C'est donc une loi de protection de l'intérêt général, une loi de moralisation économique. Non, des salaires aussi indécents que 36 millions d'euros ne sont pas acceptables. Non, un être humain ne peut pas gagner 1700 fois plus qu'un autre. Ce ne sont pas des écarts moralement acceptables dans une société civilisée. C'est aussi une loi de justice sociale. Justice sociale pour les salariés de ces entreprises, justice sociale aussi pour les patrons. Car la plupart des patrons de notre pays ne gagnent pas 36 millions d'euros, mais moins de 4 000. Et donc, il serait bon que leur exigence d'être respectée ne soit pas entachée par des comportements aussi inacceptables que ceux de M. Tavares et autres. Enfin, c'est une loi de protection de l'activité économique, de protection de la production. Car ces grandes rémunérations, elles sont fondées sur une chose, qui est la maximisation du profit à court terme pour les actionnaires. Et c'est cette recherche du profit à court terme qui détruit des sites industriels, par exemple, si on reste dans l'automobile, MA France en Seine-Saint-Denis, Valeo dans la Sarthe ou dans l'Isère. C'est cette logique de rentabilité à court terme qui amène General Electric à supprimer des emplois dans le département de Loire-Atlantique, dans l'éolien maritime qui est pourtant une filière d'avenir. Et donc, nous voulons en quelque sorte faire passer la production, les salariés, la justice et l'intérêt du pays avant l'intérêt des actionnaires et de leurs serviteurs que sont les PDG, notamment du CAC 40. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions suite à la présentation de ces textes? Oui. Tous les groupes du NFP au Sénat ont dit qu'ils étaient d'accord pour reprendre la PPL retraite dans leur niche, sachant que nous en avons une le 15 janvier et une autre le 23 janvier. Donc ça sera juste dans les discussions à avoir avec les différents groupes. C'est respectivement la niche socialiste et la niche communiste au Sénat. Et vous avez dit ça, je pense, en référence au RN qui, lui, n'a pas les moyens a priori de faire passer sa PPL au Sénat. Est-ce que vous avez acté une décision sur la niche RN qui arrivera avant la vôtre, sur le vote ou non de leur proposition de loi? Non, le groupe en décidera et je redis ce que nous avons dit toute cette semaine, c'est que si le RN voulait vraiment l'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, alors il aurait voté la censure du gouvernement Barnier qui est partisan de la retraite à 65 ans et il n'aurait pas empêché la procédure de destitution du président de la République d'arriver en hémicycle puisque c'est Marine Le Pen qui, par son abstention, a empêché qu'en hémicycle, nous ayons une discussion sur le comportement dangereux du président de la République avec l'ensemble des parlementaires qui auraient pu se prononcer sur cette destitution. Autre question? Oui, je vous en prie. Hein. Sur le référendum révoque 4.3. Oui. Ah oui, voilà, il est parti. Mais allez-y, posez votre question. Il a envoyé une loi organique et critères d'application, mais peut-être que vous avez déjà réfléchi un peu à des idées de seuil à partir duquel ça pourrait être
Alors, on a des idées, mais c'est quelque chose que jusqu'alors, nous n'avons pas tranché, y compris parce que, vous le savez, nous sommes, nous, partisans d'une constituante, et que dans le cadre de cette constituante, nous voudrions, enfin, c'est une des nouveaux droits que nous voudrions mettre en place. Donc, évidemment qu'il y a des réflexions sur cette question, que nous avons des idées, mais ce n'est pas tranché directement. Là, c'est le principe que nous aimerions acter dans le cadre de la niche. Tout à fait. Tout à fait. La conférence des présidents a jugé que la proposition de résolution du RN était une injonction au gouvernement. C'est des histoires de formulation, mais il y a un vrai fond politique. C'est qu'en fait, les macronistes, et donc nous avons été plus professionnels que le RN dans cette affaire, nous avons fait en sorte que, normalement, il n'y ait pas de possibilité qu'elle soit rejetée. Si elle était rejetée, ce serait un scandale parce que ce serait les macronistes refusent qu'on mette la lumière sur leur caractère, sur ce que je disais tout à l'heure, leur côté chauve-souris. On ne peut pas être contre le Mercosur à Paris et pour, ou à minima, laisser faire à Bruxelles. Voilà. Et ça permettrait aussi d'avoir un vrai débat sur l'isolement de la France dans les institutions européennes actuelles. Hein, je ne vais pas partir dans d'autres secteurs, mais la démission de Thierry Breton, etc., qui n'est pas notre copain par ailleurs, mais ce n'est pas le sujet, elle dit beaucoup. Et en fait, on est en train de lâcher tout un ensemble de postes stratégiques qui font que Ursula von der Leyen, dont on sait qu'elle est très alignée sur un certain nombre d'intérêts, notamment atlantistes, et que la notion d'indépendance européenne, etc., ne lui parle pas, et qu'elle est à fond pour le Mercosur, elle a beaucoup plus de pouvoir maintenant qu'il y a quelques mois pour mettre en œuvre ces manœuvres. Et ça aussi, c'est l'échec de la politique européenne de Macron dont on nous avait présenté, dont on nous avait dit que c'était sa grande force. Vas-y, Gabriel. Les charges, c'était dans les critères de 2017. Donc c'est remis et le but, c'est d'étendre ce qui existait entre 2015 et 2017 aux métiers féminins, puisqu'ils n'étaient pas dits féminisés, parce qu'ils n'étaient pas pris en compte. Alors, c'est les critères de pénibilité émotionnelle, c'est-à-dire on les a listés dans le Code du travail qui liste déjà tous les facteurs de risque professionnel. Donc il y a les activités en lien avec la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes, la prise en charge des personnes en situation de handicap, la prise en charge de l'éducation des mineurs et la prise en charge par exemple des personnes en souffrance physique ou morale. Et ce que je disais tout à l'heure, la prise en charge des victimes par exemple de violences sexistes et sexuelles ou de violences psychologiques. Sur le PLFSS, nous avons des grosses difficultés sur la question de l'article 40. Nous serons en mesure normalement de faire au moins un amendement, mais qui sera plutôt un amendement d'appel. Mais c'est une possibilité que nous continuons de poursuivre, mais qui est compliquée au vu des freins qui sont donnés aux parlementaires sur la manière dont nous pouvons amender. Et vous le savez, il y a une différence sur la recevabilité, puisque lorsque l'on parle de propositions de loi, c'est les deux vice-présidences en charge de la recevabilité qui regardent du coup la recevabilité des propositions de loi. Et dans le cas d'un désaccord, ce qui va se passer régulièrement, c'est ensuite le bureau qui est en charge de la recevabilité, alors que vous le savez, sur les amendements, eh bien, c'est le président de la commission des finances et à de nombreuses reprises, ce qui s'est passé lorsque nous avons essayé d'abroger la réforme de la retraite dans la mandature précédente, c'est la présidente de l'Assemblée elle-même qui reprenait la main sur le président de la commission des finances pour déclarer des amendements irrecevables. C'est ce qui s'était passé notamment dans le cadre de la niche Lyotte. Autre question ? Magnifique. Merci à vous.